Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je me réjouis beaucoup de pouvoir me joindre à vos discussions ce soir et je le fais depuis bien assez loin, ce qui est un des avantages de ces périodes particulières, c'est qu'on peut se retrouver même si on est loin géographiquement. Donc, je me joins à vous depuis la ville de Zurich en Suisse. Euh, Ce que je souhaite faire, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, c'est bien beaucoup plus théorique que pratique que ce qu'on vient d'entendre, d'écouter, ce qui a été passionnant et ce qui est particulièrement passionnant pour moi, c'est de voir à quel point les débats sont effectivement très similaires, surtout aussi par rapport au dernier point, cette interface entre la science et le grand public, voire aussi bien sûr la politique, qui chez nous aussi est quelque chose d'assez délicat et où il y a eu beaucoup, où il continue à y avoir beaucoup de défis. Mais ce que je vais essayer de contribuer ce soir, c'est quelques réflexions sur ce qu'on pourrait débattre d'un point de vue éthique lorsqu'on parle de l'anticipation. Peut-être je me permets de dire deux, trois mots sur ce laboratoire d'éthique de l'innovation dans le cadre duquel nous nous sommes intéressés à cette question de l'anticipation d'un point de vue éthique. Après, je dirais aussi deux mots davantage par rapport à ma personne pour que je puisse un peu donner un contexte dans lequel je réfléchis vers la fin, quelques propositions de réflexion simplement sur le lien donc de ces quelques propos par rapport à l'éthique de l'innovation et la pandémie. Donc notre laboratoire d'éthique de l'innovation, c'est plutôt récent. On a pu fonder ça en 2018. On est basé à Zurich, mais on travaille dans l'ensemble de la Suisse. On travaille dans les deux, voire les trois langues courantes chez nous, avec une vision qui, en quelque sorte, a beaucoup à voir avec l'anticipation, ou dont l'anticipation est, si vous voulez, la prolongation presque naturelle vers la pratique, parce que notre vision, c'est de contribuer à essayer d'intégrer la réflexion éthique aussitôt que possible dans les processus d'innovation. Pourquoi les processus d'innovation? Eh bien, c'est dans ces processus, et on parle bien sûr assez souvent dans ce cadre de l'innovation technologique, plus précisément de l'innovation numérique, mais de loin pas uniquement. Pensez à tout ce qui est biotechnologie, pensez à bien de discours et de débats qui ont lieu en éthique biomédicale. On est confronté à des innovations qui sont tout aussi importantes que ce dont on pourrait parler lorsqu'on parle d'innovation technologique et numérique. Mais l'idée de dire que un des défis dans le domaine de l'éthique, bien sûr, c'est qu'on est, et puis c'est quelque chose d'assez présent, me paraît-il, maintenant dans le contexte de la pandémie, mais c'est qu'effectivement, on est très souvent dans une position de réagir à des développements. Et lorsqu'on s'intéresse au processus d'innovation et aux endroits où se fait l'innovation, nous sommes d'avis qu'on a beaucoup de chances de pouvoir réagir un peu plus tôt à ces innovations, à ces développements qui vont forger le futur et qui vont forger les sociétés du futur, qui vont influencer la manière dont on collabore et dont on coexiste, mais aussi qu'on arrive à mieux, peut-être, qu'on réussit mieux à ce que beaucoup souhaitent faire, c'est accompagner l'essor, par exemple, de nouvelles technologies avec la réflexion éthique, en évitant justement d'être trop tard, comme on l'observe bien trop souvent lorsqu'on parle de technologie.
l'idée, la conviction, mais aussi maintenant l'expérience que nous pouvons faire en travaillant avec des organisations de tout type, donc on travaille avec des associations autant qu'avec des entreprises, grandes et petites, c'est qu'effectivement, ça permet aussi de créer de la valeur ajoutée pour les produits, pour leur processus interne. Et pas le moindre des effets, c'est aussi que ça peut créer de la valeur ajoutée pour les employés qui sont à la quête de sens, par exemple, dans leur travail. Donc, l'éthique, lorsqu'on essaye de l'appliquer et de la pratiquer plutôt dans ces processus d'innovation, nous, on la considère en tant que source d'inspiration et non pas comme c'est souvent, comme il y a souvent des craintes, comme un frein à l'innovation qui mettrait des signes d'arrêt ou des conditions cadres à gauche et à droite. Bien sûr, il faut réfléchir à ces conditions cadres et ça, c'est la tâche principale, bien sûr, mais aussi dans un objectif d'inspiration plutôt que de frein. Ça, c'est à la fois vision et expérience. Donc, je suis dans ce laboratoire d'abord avec mon cofondateur, un nom, Joan Rochelle, un philosophe et juriste qui peut-être vous dit, fait écho pour certains d'entre vous, certaines et certains d'entre vous. Mais on est une équipe un peu plus grande avec aussi des collègues qui se sont joints à nous. Moi-même, ça fait une quinzaine d'années que j'ai quitté donc le monde strictement académique. On garde bien sûr des liens très forts avec les milieux académiques pour pratiquer l'éthique un peu à l'interface entre l'éthique scientifique, l'académique et puis surtout la société et le politique. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai eu l'occasion il y a quelques années déjà d'être le secrétaire général de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine en Suisse, de la CNE, et puis très par hasard, depuis précisément un an, mars 2020, j'ai pu reprendre cette fonction ad interim et vous pouvez bien sûr imaginer que d'un point de vue éthique, d'un point de vue d'un comité éthique qui a pour mission de conseiller le gouvernement finalement, ça a été une année énormément passionnante pendant laquelle la pandémie nous a amené aussi en tant que commission à réfléchir beaucoup à comment on modélise le futur, à comment on intègre les modèles sur lesquels on doit reposer finalement, comment on les intègre dans la réflexion éthique. C'est la raison pour laquelle je voulais juste souligner ceci, donc une proximité et puis un angle éthique un peu particulier que m'a permis d'avoir cette année maintenant de nouveau au sein du secrétaire général de cette commission. En tant que laboratoire, juste pour vous donner une idée de comment on arrive à nous intéresser à l'anticipation, on a eu plusieurs occasions d'accompagner des projets, comme par exemple ce qui s'appelle la Swiss Digital Initiative, qui a été fondée en 2019 et qui développe un Digital Trust Label. On a aussi pu accompagner des entreprises pour vraiment développer avec eux des instruments pour examiner certains processus internes. Et puis, on a été, et c'est là le lien avec l'anticipation, on a été mandaté l'année passée par une nouvelle initiative qui est basée à Genève, qui s'appelle Geneva Science and Diplomacy Anticipator, donc abréviation GESTA, de travailler sur ce qui s'appelle un Scientific Advisory Brief sur l'éthique de l'anticipation. Maintenant, GESTA, c'est une initiative, comme je viens de dire, assez récente qui s'intéresse vraiment à l'anticipation dans le but de réconcilier les perspectives et le regard sur le futur du monde scientifique d'une part,
Et en l'occurrence, d'autre part, non pas le monde politique en tant que tel, en s'adressant par exemple aux décideurs ou aux parlementaires, mais le monde de la diplomatie, qui bien sûr à la Genève internationale occupe un rôle important, qui occupe un rôle important pour l'ensemble du monde politique de notre pays, raison pour laquelle la Confédération, donc la Suisse officielle si vous voulez, participe aussi à cette initiative. Et j'ai trouvé, en ayant l'occasion de m'échanger un peu avec cette initiative, assez pertinent de dire que d'un point de vue de l'anticipation, ça vaut la peine de mettre ensemble ou de faire le pont entre ces mondes, donc le monde de la science et le monde de la diplomatie. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus courant, et on en a parlé tout à l'heure, d'essayer de faire le pont entre le monde de la science et puis le monde de la politique, puisque la politique, pour prendre ses décisions, doit bien sûr pouvoir s'appuyer sur la science, mais c'est beaucoup moins courant de vraiment faire parler les diplomates aux scientifiques, alors que finalement, et puis de nouveau Genève, la Genève internationale héberge pas mal d'organisations internationales, d'organisations onusiennes par exemple, et c'est assez pertinent de vraiment essayer de faire parler et de faire développer des visions du futur communes entre les scientifiques et puis les diplomates. Donc, dans cette initiative assez récente, il y a eu donc en décembre, pour la première fois, une grande rencontre justement entre ces deux mondes. Et puis, à cette occasion, ce genre de Scientific Advisory Briefs, donc des papiers plutôt courts sur certaines thématiques, donc l'intelligence artificielle, bien sûr le changement climatique, mais aussi les nanotechnologies, ont été élaborés et débattus dans un angle d'anticipation, en disant on essaye de discuter de comment vont se développer les savoirs scientifiques dans ces disciplines dans 5, dans 10, dans 25 ans. Et nous, on a eu l'occasion de contribuer un de ces papiers qui était chargé de s'intéresser à l'éthique de l'anticipation. Alors, ce que je vais faire, c'est d'essayer de partager avec vous, dans le contexte que j'espère est devenu suffisamment clair, les réflexions que nous avons donc avancées dans ce papier que j'ai rédigé avec Joan Rochelle et auquel a contribué aussi notre collègue Zora Schmid. On a eu l'occasion de nous échanger avec nos collègues donc Léo et puis Paul. Donc c'est ce qui a été très utile pour nous, bien sûr. Donc ce papier, bien sûr, a d'une certaine mesure un angle plutôt technologique, puisque l'anticipation est quelque chose qui c'est souvent, non, peut-être faut que je commence différemment. On s'est rendu compte qu'il y a assez peu de réflexion éthique sur ce qui est l'anticipation, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a pas mal de travaux qui sont dans le domaine traditionnellement du technology assessment ou alors dans les courants de ce qui est la responsible innovation. Et donc là, bien sûr, il y a pas mal de focalisation sur les aspects technologiques. Donc nos réflexions aussi partent beaucoup de l'anticipation dans le domaine des technologies, mais j'espère quand même pouvoir en tirer quelques éléments pour la réflexion autour de cette pandémie. Tout d'abord, on a proposé de distinguer, et je crois que c'est important, de distinguer 3 niveaux de réflexion éthique par rapport à l'anticipation. On dit qu'il y a, d'une part, et on dirait que là, c'est les réflexions plutôt matérielles, la possibilité de procéder à une évaluation éthique des développements anticipés. Donc, si on dit
aux chercheurs qui sont actifs dans ce domaine de nous dire ce qui va se passer dans le domaine par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle dans 25 ans, eh bien, on peut bien sûr procéder après à une évaluation éthique de ce qui est souhaitable et de ce qui l'est pas dans ce futur anticipé par rapport au développement technologique dans ce domaine. Deuxièmement, on peut aussi réfléchir à l'éthique elle-même et à la réflexion éthique de comment ça va se développer étant donné les nouvelles possibilités, que ce soit technologiques ou alors génétiques, par exemple. Donc, étant donné les avancées scientifiques. Nous, ce que nous avons fait et ce que nous pensons être plus important ou peut-être plus fructueux aussi pour l'initiative dans laquelle s'insèrent ces réflexions, c'est en troisième niveau, réfléchir à des critères qu'une anticipation éthique doit remplir. Ce qui est particulièrement sensible lorsque nous parlons d'anticipation dans le domaine des technologies, mais ce qui est très certainement sensible aussi lorsque nous parlons d'une anticipation dans le domaine sanitaire, comme nous souhaitons le faire ce soir. Mais on est d'avis que c'est assez important de bien distinguer ces niveaux, puisque là, avec le troisième niveau, on est plutôt dans une réflexion formelle, voire procédurale, que dans une réflexion matérielle sur les futurs anticipés. Mais peut-être vous questionnerez ces distinctions et je serai bien sûr heureux d'en discuter tout à l'heure. Alors juste pour un peu les sources d'inspiration que nous avons, oui voilà, je vois qu'il y a un lien qui est mis dans le chat. Il s'agit en effet juste de l'abstract de ce que nous avons pu élaborer pour cette initiative GESTA. Il est prévu que les papiers soient publiés aussi dans des journaux, mais on n'est pas encore suffisamment avancé sur ceci. Donc, déjà sur les notions, on s'est bien inspiré du travail justement de nos collègues qui nous ont invités ce soir, avec cette distinction entre anticipation prédictive, adaptative et puis projective qui mettent en lumière chacune une manière particulière de se projeter justement vers le futur et de se référer aussi au passé, au présent. Et puis, on s'est inspiré aussi des méthodes qu'on a jugées pertinentes, surtout pour le domaine des technologies à nouveau, qui sont des méthodes du technology assessment, mais aussi de la pensée en scénario. Et puis le dernier en est un qui nous paraît particulièrement important, c'est le backcasting, donc l'idée de vraiment réfléchir et de déterminer à ce qui doit arriver et d'en déduire les mesures nécessaires pour permettre à la société, à la collectivité, de mettre en place les conditions qui permettent effectivement d'y arriver. Mais de nouveau, ce sont des méthodes qui sont particulièrement débattues dans le domaine des technologies. Maintenant, ce qu'on propose de suivre et puis ce qu'on élabore un peu plus dans nos réflexions, c'est justement les critères qu'une anticipation éthique devrait observer. Et on dit que ce à quoi il faut faire attention, c'est les self-fulfilling prophecies, un déterminisme technologique, mais qui peut aussi être un déterminisme, j'aimerais l'évoquer tout à l'heure, un déterminisme par rapport, et je pense qu'on vient d'en parler, par rapport à la manière dont on fait usage de modélisation, par exemple, mais aussi à la manière dont on fait référence aux sources qu'on a du passé. Donc, éviter les self-fulfilling prophecies d'un côté, mais aussi penser en ce qu'on appelle dans le discours autour des technologies, de plus en plus, c'est un concept psychologique au début, les affordances.
on a été rendu attentif à ce concept qui nous paraît assez pertinent pour justement les développements technologiques, en disant que ce à quoi il faut réfléchir, c'est les espaces qu'ouvre une nouvelle technologie, au lieu de penser que les possibilités, les opportunités qui viennent avec une certaine technologie sont justement prédéterminées par rapport à l'usage qui en sera fait, plutôt que d'avoir cette vision de penser en termes d'opportunités qui sont ouvertes et espaces dans lesquels l'utilisation peut se développer. Deuxième critère qu'on pense important, c'est de faire attention à ce qu'on pourrait appeler des preferential choices, donc à une certaine attention aux limitations cognitives et les biais de perception qu'on a inévitablement lorsqu'on se projette vers le futur à partir du présent. Et dans tout cela, éviter ce qu'on pourrait appeler, ou ce qui est appelé dans la littérature, le moral presentism, donc l'inflexibilité par rapport à la capacité d'anticiper aussi un développement de la moralité, si vous voulez, qu'on peut très bien observer si on regarde vers le passé, même parfois à assez courte échelle, et qu'on doit garder dans les modèles ou qu'on doit garder dans les réflexions lorsqu'on regarde vers le futur. Le thème, je souhaite, pour des raisons du temps, m'en passer maintenant, mais bien sûr souligner le quatrième qui est d'insister sur une inclusivité dans la manière dont on modélise le futur, et puis sur la transparence qui peut paraître peut-être un peu, si vous voulez, évident, mais donc rendre transparent les sources sur lesquelles se base l'anticipation. Et on s'est rendu compte que dans la discussion maintenant au sein de cette initiative Gesta, surtout ce dernier critère, il n'était pas du tout acquis, dans le sens où si vous avez une communauté scientifique qui s'occupe, par exemple, de certains développements ou d'un certain domaine, eh bien, il faut faire attention à pas le considérer comme un environnement clos et de vraiment s'intéresser à inclure le plus de perspectives possibles aussi, et que ça peut être aussi assez géographique, si vous voulez. Je reviendrai volontiers sur les questions tout à la fin, mais juste pour vous donner un élément de ce à quoi on a aussi réfléchi plutôt dans un long terme, où on s'est intéressé au développement, où on s'est éloigné un tout petit peu de la réflexion autour des critères, et où nous avons plutôt tenu compte justement de développement maintenant matériel qu'on pourrait attendre et leur influence sur le développement du raisonnement, de la réflexion éthique. Mais je pense que ce n'est pas forcément ce qui est au centre de ce qui nous intéresse ce soir. Et je passerai donc à mon dernier slide en essayant de proposer quelques pistes de réflexion par rapport à ce qui pourrait, ce que pourrait signifier ce qu'on voulait, ce à quoi on voulait rendre attentif avec nos réflexions maintenant pour la réflexion autour de la pandémie. Donc, si on prend le premier critère qui est surtout celui d'essayer d'éviter tout genre de déterminisme, je pense que un élément qu'on peut en tirer, une observation par rapport à laquelle ça nous paraît pertinent, c'est de faire attention à ne pas tomber dans le piège du solutionnisme. Un solutionnisme qui peut être un solutionnisme technologique, donc d'attendre des technologies
la solution un peu pour tout. Je pense que nous avons très bien pu observer ceci lorsqu'on a parlé des mesures qu'on a jugées être un succès qui ont été pris dans des pays comme Singapour ou Taïwan, où beaucoup s'est reposé sur des technologies du contact tracing, donc du dépistage numérique. Maintenant, on pourrait voir une certaine tendance similaire dans le débat autour des certificats de vaccination, que d'ailleurs j'estime être une bonne piste pour certaines situations, mais donc gare à ce solutionnisme technologique parce que toute donc apparente solution technologique s'insère dans un contexte culturel, dans un contexte social qui peut amener à des résistances, par exemple, et où finalement ce n'est pas la solution technologique qui va nous amener au but, mais plutôt le comportement social qui peut être soutenu éventuellement par une solution, mais qui n'est pas, où la solution technologique ne peut pas être la première chose. Après, ce qu'on voit très bien avec les difficultés autour de la vaccination dans pas mal de pays ou de régions, je pense que c'est vraiment l'application du raisonnement contrefactuel qui peut être une conclusion qu'on tire de ce critère-là. Je vois une certaine nécessité de clarifier pour en venir au deuxième point, de clarifier les conceptions de risque en intégrant davantage de perspectives sur ce qu'on peut appeler un risque. Si vous, en tout cas maintenant, je fais vraiment référence à un discours que nous avons beaucoup dans notre pays. Les notions de risque, me paraît-il, nous ont amené à voir avant tout un risque pour un certain groupe de la population qui, bien sûr, mérite beaucoup de protection, mais on s'avère de plus en plus que les groupes à risque, donc que les vulnérabilités, sont distribuées de manière beaucoup plus hétérogène, et puis qu'il y a un groupe à risque qui n'est pas le groupe à risque en termes de mobilité, mais qui est un groupe à risque en termes de conséquences sociales surtout, c'est les jeunes, pas forcément les enfants, mais vraiment les jeunes. Ils n'ont pas vraiment été pris en compte vu les conceptions de risque qui ont été donc mis en œuvre surtout pendant les premiers mois de cette pandémie. Et je pense que c'est là une conséquence aussi peut-être d'un regard trop restreint sur donc l'éventail justement des développements qu'une évolution peut avoir. Et puis finalement, de nouveau, ce que je pense être un des critères le plus important, là aussi, et puis ce que je viens de dire sur le risque s'applique aussi par rapport à l'inclusivité et la transparence, c'est donc vraiment de développer des manières d'inclure pas seulement les visions peut-être classiques dans les processus d'anticipation, mais le plus de perspectives possibles, et aussi bien sûr de faire attention à la dimension mondiale. Voici juste quelques réflexions que j'espère suffisamment structurées. Je me réjouis si on peut maintenir le contact même plus loin que ce soir. Et puis, bien sûr, je me réjouis aussi de discuter maintenant vos questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Ah, c'est bon, une question. Pourriez-vous préciser ce qu'est le raisonnement contrefactuel? C'est le raisonnement qui peut par exemple être un raisonnement en hypothèse. Et je pense pour
prendre l'exemple de la vaccination. En tout cas, ici en Suisse, nous sommes parfois un peu mécontents que, bien sûr, on n'a pas pu être préparé à la pandémie en tant que telle. On n'a pas pu être préparé à tout ce qui s'est passé il y a un an, même à la deuxième vague. Il y a eu énormément d'éléments qui étaient inconnus et on ne pouvait pas être préparé. Mais on pouvait très bien être mieux préparé au moment auquel on dispose de vaccins, même si on ne pouvait pas s'espérer à en disposer aussi rapidement. On pouvait se préparer, c'est-à-dire le raisonnement contrefactuel dans ce cas euh, aurait été simplement de se dire suffisamment tôt, mais comment nous devons mettre en place et qu'est-ce que signifie, maintenant pour prendre une perspective plus éthique, si vous voulez, qu'est-ce que signifie la justice, qu'est-ce que signifie le privilège, par exemple, dans la situation où nous disposons du vaccin. Mais si on ne sait pas encore est-ce que c'est juste la protection de soi-même ou est-ce que le vaccin contribue aussi à la protection d'autrui. Donc, réfléchir en hypothèse, en se représentant ce qui n'est pas encore un fait, mais ce qui pourrait, que ce soit vraisemblable ou pas, devenir un fait à un moment donné. Ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important, aussi en termes d'éthique, parce que maintenant, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi, mais avec notre commission, on est en plein dans un débat quand même assez virulent, si vous voulez, et assez animé autour de ce qui est appelé les privilèges, justement, pour les personnes vaccinées. Et ça, c'est les positions éthiques et les circonstances dans lesquelles quelque chose peut être acceptable d'un point de vue éthique, c'est quelque chose qu'on peut très bien anticiper à travers justement un raisonnement contrefactuel. Ça n'a pas été suffisamment fait, il me semble. Merci beaucoup. Est-ce que le public souhaite poser d'autres questions? Sinon, je peux peut-être me permettre d'en poser une si j'ai le temps. Je me demandais quelle place avait le concept de résilience dans vos réflexions sur l'anticipation. Est-ce que c'est un concept qu'on peut rattacher aussi à une éthique de l'anticipation ou est-ce que c'est un concept qui renvoie à un monde d'action un peu à part et bien spécifique? Alors, c'est une question pour moi très riche, merci beaucoup. Difficile d'y répondre. Moi, je dirais peut-être pour revenir aux trois niveaux que je me suis permis de vouloir distinguer. Et pour être bien au clair, hein, moi je suis absolument persuadé que ce premier niveau-là peut être tout d'abord aussi important que le troisième et aussi passionnant, mais même plus passionnant. C'était juste pas maintenant la tâche à laquelle on s'est consacré dans le cadre de ce petit papier. Le concept de résilience, je le verrais beaucoup jouer un rôle et un rôle assez important, il me semble, à ce premier niveau. Lorsqu'on procède à une évaluation éthique de ce qu'on anticipe effectivement, si on pense de nouveau au développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien, selon la place qu'on imagine ou qu'on anticipe occuper les intelligences artificielles beaucoup plus développées que nous les connaissons aujourd'hui, la résilience, en tout cas sociétale, tout en espérant que j'ai la même conception ou la même compréhension de ce concept que vous aviez en tête maintenant, je pense que ça peut jouer un rôle très important pour une évaluation éthique.
je suis moins certain si ça s'insère bien dans les critères plutôt procéduraux par rapport au processus même, qui s'intéresse au processus même d'anticipation. Et je me rends bien sûr entièrement compte que ce que j'ai essayé de développer tout à la fin par rapport à la pandémie, c'était toujours un peu à cheval entre ce premier et ce troisième niveau. Très bien, merci beaucoup. On a une question de Catherine qui nous demande comment concilier la réflexion autour de la philosophie du risque et la rapidité des progrès techniques. Faudrait-il envisager une veille éthique? Moi, je pense que la philosophie du risque nous propose quand même pas mal d'éléments très utiles, ne serait-ce que le principe de précaution, par exemple, euh, et qui sont tout à fait judicieux et qui portent assez loin aussi par rapport au progrès technologique. D'ailleurs, progrès, c'est, à mon sens en tout cas, je trouve très intéressant. Merci beaucoup pour cette question. Progrès, c'est déjà ça implique déjà une évaluation des évolutions ou des développements technologiques dans un sens positif, n'est-ce pas? Mais je pense que ces principes-là de la philosophie classique du risque portent déjà assez loin. Une veille éthique, je ne suis pas sûr ce que ça représenterait. Peut-être vous pourriez donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler par rapport aux technologies. Ce qui est bien clair, c'est que de plus en plus, dans le domaine du numérique, de plus en plus, et je pense que c'est une évolution assez positive, pour autant que les démarches soient vraiment sérieuses et non seulement du marketing, mais de plus en plus, on voit émerger euh, des entités au sein des entreprises, des grandes entreprises, mais aussi des initiatives comme celle qu'on a pu accompagner avec le Trust Label, donc qui essayent vraiment de certifier d'une certaine manière les services et la manière dont les services sont développés, ce qui pourrait déjà représenter une certaine veille éthique, mais probablement vous aviez autre chose en tête et je me réjouirais de pouvoir en discuter plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être on peut passer à la présentation de Léo et Paul Lou qui vont certainement rebondir sur ce que vous avez dit et faire des liens. Volontiers, merci. Donc Paul Lou et Léo, je vous laisse la parole.